De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité économiste Hamidine Kane est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Alfred Chango et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Depuis quelques années, le continent africain connaît une progression remarquable avec un rythme de croissance économique inédit pour certains. Cet essor n'est que le reflet de la récente flambée des prix des ressources naturelles, la plupart des prix des produits de base ayant doublé, voire triplé. Mais malgré les nombreuses richesses naturelles dont recèlent certains pays, on note un nombre élevé de conflits qui entravent bien évidemment le décollage économique du continent. On fait le point avec ce sujet d'Emmanuel Milimono. Le Biafra au Nigeria, le Kivu en République démocratique du Congo, le Darfour dans l'ex-Soudan, le Libéria, la Sierra Leone, l'Afrique est malade de ses richesses. Le continent africain, grand producteur mondial de ressources naturelles, est surtout confronté à la pauvreté, aux guerres, au faible niveau d'éducation, à la corruption et à la faiblesse des systèmes de santé. Pour de nombreux experts, il est nécessaire, voire urgent, de s'attaquer à des questions telles que la bonne gestion de ces ressources et les impacts environnementaux de leur exploitation, la préservation de la paix et de la sécurité et le partage équitable des revenus issus de ces exploitations. Pourquoi tant de conflits dans les pays détenteurs de ressources naturelles? Dans quelles conditions les pays africains exploitent-ils leurs richesses du sol et du sous-sol? Comment mettre ces ressources au service de la paix et du développement? Grâce notamment à l'exploitation des ressources naturelles dont certains ont connu de fortes hausses de prix, l'Afrique abrite 7 des 10 économies dont la croissance est la plus rapide dans le monde. Seulement, ces nombreux sites d'exploitation de richesses sont le théâtre de multiples affrontements armés entre d'une part les habitants des régions concernées et les entreprises d'exploitation et d'autre part les groupes rebelles et l'armée. Ces conflits font de nombreuses victimes et perturbent de manière durable la paix et la stabilité dans ces pays. Ils sont dus notamment à l'instrumentalisation des conflits locaux par les firmes internationales qui passent outre les législations des pays d'accueil. Les victimes, quant à elles, sont toujours les populations innocentes. Un des exemples les plus récents est le Sud-Soudan. Indépendant depuis 2011, le pays fait face à une crise sécuritaire importante à cause des vives tensions, notamment dans les régions pétrolières. On considère que ce qui se passe au sud et dans sa capitale Juba est une affaire interne à la République du Sud-Soudan. Mais nous sommes désireux d'un retour de la stabilité et de la paix dans ce pays que l'on considère comme un voisin important du fait de nos relations de proximité politique et historique. Nous espérons que la paix et la sécurité seront rétablies. Le Soudan est incontestablement touché par ce qui s'y passe, car la sécurité de chaque pays dépend de l'autre. Selon l'Organisation des Nations Unies, avant la partition du pays en 2011, plus de 2 millions de Soudanais avaient été chassés de chez eux par les combats accompagnés d'exactions attribuées à des groupes armés. Sur ces 2 millions, environ 1,5 million de personnes étaient déplacées à l'intérieur du pays, dont 137 000 regroupés dans des camps de l'ONU. Les 2 tiers des 35 millions d'habitants du pays avaient besoin d'aide humanitaire et 4,5 millions de personnes n'avaient pas suffisamment à manger. Conséquence d'un conflit né principalement du contrôle des réserves de pétrole dont dispose le pays. Les Soudanais n'étaient pas pour la sécession. Maintenant, ils ont faim, ils vivent en enfer alors que leurs richesses ont été utilisées pour acheter des armes. Autre pays, même problème. La République démocratique du Congo traverse plusieurs décennies de crise. La guerre en RDC a fait environ 5 millions de morts depuis une vingtaine d'années. Les experts s'accordent à dire qu'il s'agit du conflit le plus meurtrier au monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Malgré les opérations militaires d'envergure menées par l'ONU et l'armée congolaise contre les rebelles, la crise s'annonce encore longue. La raison fondamentale de toute cette violence est le contrôle des ressources naturelles dont regorge le pays. C'est tout à fait évident que les richesses de notre pays contribuent à alimenter les conflits dans cette sous-région particulière de Grand Lac. Ces conflits sont le fait de ceux qui veulent exploiter les ressources de notre pays, mais qui ne veulent pas respecter les normes établies par la République démocratique du Congo. Ces groupes armés, en complicité avec certaines compagnies internationales, refusent de passer par la voie logique ou légale. Dans des pays comme la RDC, l'alimentation des conflits armés a généré une situation d'insécurité dans la sous-région. L'instabilité traversée par certains pays voisins a également participé à entretenir un climat de crise permanente en passe d'échapper au contrôle de l'État.
Cette situation peut aussi s'expliquer par l'absence d'une politique économique claire, basée sur une bonne gestion des ressources naturelles et de l'incapacité de l'État à contrôler toute l'étendue de son territoire. L'impossibilité ou l'incapacité des pouvoirs nationaux de s'approprier ces ressources par l'industrialisation des activités et leur préférence à une sorte d'attraction accentuée des partenaires extérieurs sans distinction. À l'instar du Ghana, ce ne sont pas tous les pays africains qui ont connu des troubles dus à ce que l'on pourrait appeler la malédiction des ressources naturelles. La découverte en 2007 des riches nappes pétrolières au large de ses côtes a fait naître à la fois une formidable vague d'espoir dans le pays et de profondes inquiétudes quant à l'impact que ces ressources pourraient avoir sur le tissu social et politique national et sous-régional. En 2011, par exemple, le principal gisement de pétrole du pays a rapporté environ 400 millions de dollars de recettes au pays. Lorsque vous regardez les actions des entreprises de pétrole, nous y employons plusieurs milliers de personnes dans le pays. Et lorsque vous avez dans une société de ce genre des offres d'emploi et la création de facteurs de production, l'impact est directement ressenti sur l'économie. Le succès que connaît l'exploitation des ressources naturelles au Ghana réside dans l'existence de règles procédurières et d'une fiscalité solide auxquelles se plient les entreprises d'exploitation. Mais il y a d'autres qui sont pressés, qui estiment que l'État lui-même est un facteur qui nous freine pour accéder aux ressources. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils instrumentalisent généralement un conflit ethnique ancien qu'ils peuvent réveiller très rapidement pour lui donner des contours des revendications politiques. Et derrière cette revendication politique, c'est qu'en réalité un projet d'exploitation. Comment utiliser cette abondance de ressources naturelles pour en faire un levier de création de richesses et de lutte contre la pauvreté? C'est une problématique récurrente qui reste encore difficile à traiter. Si elle suscite un regain d'intérêt et semble porter les prémices d'un espoir renaissant, c'est grâce à la conjonction de plusieurs facteurs, notamment miniers, fonciers, forestiers et halieutiques. L'Afrique possède les 3/4 de l'offre mondiale de platine et la moitié de l'offre de diamants et de chrome. Le continent fournit en outre jusqu'à 1/5 de l'or et de l'uranium au monde. Il est aussi grand producteur de pétrole et de gaz. Toutefois, très peu de pays africains apportent ne serait-ce qu'un début de transformation et de valeur ajoutée à ces matières premières. Mais cette situation est loin d'être une fatalité, car il est bien possible d'inverser la courbe en améliorant le système de gouvernance intérieure. À ce niveau, la bonne gouvernance, la prise en charge effective des préoccupations des populations africaines à travers une meilleure redistribution des revenus demeure un facteur incontournable. Monsieur Kane, on peut vraiment imputer tous les conflits qu'il y a sur le continent, justement, à ces querelles liées aux richesses des sous-sols? La majeure partie des conflits, quand même, qu'on peut situer dans le continent africain, sont imputables généralement aux ressources naturelles, aux ressources minières et puis aux ressources naturelles d'une manière générale. Et ça, c'est dommage pour le continent africain parce que le continent africain est connu comme un scandale géologique. Tout le continent africain, de l'est à l'ouest, du nord au sud, partout où il y a des ressources en abondance, des ressources minières en abondance. Mais les Africains, bon, c'est vrai qu'ils sont instrumentalisés parfois par des groupements ou bien par des pays étrangers qui veulent avoir la mainmise sur ces ressources. Parce que la plupart de ces ressources sont des ressources stratégiques. Et puis ces ressources stratégiques, c'est elles qui font marcher justement les industries de pointe de l'Occident. Les Africains, quand ils sont instrumentalisés, fomentent par exemple des conflits ethniques et puis qui peuvent dégénérer en conflits généralisés généralement, quoi. Et puis généralement, ce n'est pas des conflits armés entre deux États, c'est des conflits ethniques qui peuvent perturber justement le développement du pays ou bien du continent dans sa globalité. On le voit par exemple que ce soit au Congo, comme on l'a cité, que ce soit par exemple au Soudan, l'actualité maintenant avec la Libye, et puis on voit aussi par exemple le Nigeria. Tous ces conflits sont des conflits généralement qui pouvaient être évités. Et s'il y a une bonne gouvernance dans ces pays, ces conflits, on peut les dépasser pour une bonne gestion justement de ces ressources. Alors, Jean-Marie, vous partagez l'avis de M. Kane. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que certains conflits sont instrumentalisés par certains par intérêt?
Moi, je dirais même pas certains, si vous voulez, la plupart des conflits, comme M. Khan vient de le dire. J'ai lu récemment une étude, si vous voulez, du Programme national des Nations Unies concernant l'environnement. On parle de la RDC sur ce reportage-là. La RDC perd chaque année par rapport au Kivu 1,3 milliard de dollars. C'est-à-dire qu'ils sont une perte pure pour l'État. Il est important pour nous de se poser la question, c'est-à-dire de partir de la cause. Parce que généralement, nous commentons ici là les effets. Mais les causes sont lesquelles? Les causes, posons-nous d'abord la question, c'est-à-dire ces groupes armés-là, on l'a dit dans le reportage, sont armés par les firmes multinationales. Ces firmes multinationales-là, ils tirent un intérêt. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est la déstabilisation totale de nos économies et de nos pays. Dès l'instant que vous avez une perte comme celle qui se passe au Kivu, là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que derrière, vous avez des organisations qui sont tout autour des pays frontaliers, qui mettre sur pied, comme M. Khan l'a dit, si vous voulez, des groupes armés qui sont là pour pouvoir déstabiliser. Ce n'est pas uniquement instrumentalisé par les multinationales, mais par les États eux-mêmes également. Mais par les États, quand je parle de multinationales, vous savez, nous savons tous ici, là, si vous voulez, pendant X temps, si je prends le cas de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le bras armé, si vous voulez, des industries européennes, c'était, bon, si je prends la France, Elf Total, tout ça, tous ces grands groupes-là, Exxon et tout ça, ils sont présents, si vous voulez, en Afrique centrale, au niveau, si vous voulez, de tous ces pays-là qui ont des matières premières. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui finance, si vous voulez? Intéressons-nous d'abord au financement. Le financement vient d'où pour cette déstabilisation-là? Bon, dès l'instant où nous savons là où vient le financement, c'est à partir de là qu'il faut agir. Non, tout simplement. Ça veut dire que tout le monde sait qui finance les groupes armés et que personne ne fait rien? C'est ce que ça veut dire aujourd'hui? De mon point de vue, c'est mon point de vue, personne ne fait rien là-dessus, dans la mesure où vous ne pouvez pas me dire comment est-ce que vous allez vous retrouver avec un groupe armé. Bon. Pour le cas de la Libye, on va nous dire, si vous voulez, la Libye est partie, dont le système s'est désorganisé, les armes ont eu le temps de se déplacer, ainsi de suite. Là, nous parlons de la RDC. La RDC, ça dure depuis combien de temps? Depuis des décennies et des décennies. Qu'est-ce qui finance des groupes armés qui se trouvent au Kivu? C'est la question qu'il faut déjà se poser. Et l'exploitation de ces matières premières-là rapporte à qui en premier? En premier, ce sont les multinationales. Le chiffre que je citais tout à l'heure d'1 milliard, c'est-à-dire de dollars par rapport à la RDA, l'économie de la RDC, vous avez 98%, si vous voulez, en proportion, qui vont dans ces groupes transnationaux. Et vous n'avez que 2% qui restent pour financer quoi? Pour financer tout simplement, si vous voulez, les groupes armés que vous avez sur le terrain pour entretenir cette instabilité-là. Donc c'est quelque chose qui est très très grave par rapport aux économies africaines, cette déstabilisation-là qui est permanente. Donc à partir de là, il faudrait quand même se poser les vraies questions pour que nous puissions parvenir aux vraies solutions. Oui, Alfred, parce qu'on va toujours prendre l'exemple du Nord Kivu en RDC, en République démocratique du Congo, quand on voit un conflit qui perdure depuis des décennies sur un territoire particulièrement riche en mines, on est en droit de se poser des questions. On est en droit, en effet, Amira, de se poser des questions. D'autant que si on prend en compte ces différents groupes armés prétendument rebelles qui existent dans ce vaste territoire oriental de RD Congo, la plupart sont financés par qui? Par les pays environnants, par l'Ouganda, par le Rwanda, par la RDC elle-même, hein, par certains acteurs internes, mais au service de qui? On l'a dit, hein, c'est des multinationales qui sont derrière, dans cette économie de prédation, notamment derrière le coltan. Les téléphones portables que nous avons, la plupart de ces téléphones sont fabriqués à partir du coltan. Et quand on peut les avoir à des tarifs, à des prix prohibitifs, on ne se prive pas, on ne s'empêche pas de le faire. Mais en même temps, on déstabilise donc l'Est de la RD Congo, on déstabilise la RD Congo, et même les exploitants de ces mines vivent dans la pauvreté en réalité. Alors du coup, ça devient un circuit sans fin où on alimente les groupes armés, on leur procure des armes qui viennent de l'étranger, ils s'entretuent, et chaque fois qu'il y a une perspective de paix, et ce groupe se sentent menacés, se disent mais enfin si la paix revient, donc nous perdons une partie de nos prébendes, à ce moment-là nous poursuivons, et donc ça renaît chaque fois comme ça. Donc la responsabilité, elle est évidemment en premier lieu la responsabilité de la RD Congo, des Congolais eux-mêmes.
de la région, des multinationales, et puis, puisqu'il existe des rapports importants des Nations Unies. On en a cité un ici du PNUD, mais tous les rapports des Human Rights Watch, toute une série d'institutions comme ça montrent effectivement que derrière la persistance de ces conflits-là, il y a des groupes internationaux, des États qui ferment les yeux parce que justement l'exploitation anarchique de ces richesses-là leur rapporte. Mais je dirais que de l'autre côté, si on prend toujours ce sud-est, là, pour le coup, l'arrivée des Chinois, par exemple, au Katanga, a stabilisé plus ou moins les choses. Donc, je pense que l'arrivée de nouveaux acteurs dans ces secteurs-là permet plus ou moins de pouvoir stopper ces guerres de déstabilisation et de prédation, finalement. Alors, Monsieur Kane, on parle là des conflits entre groupes armés, des multinationales qui instrumentaliseraient justement ces conflits, mais on peut faire une autre lecture aussi. Ces pays, ces États qui sont quand même assez conciliants par rapport aux lois fiscales qu'ils imposent justement à ces multinationales. Oui, bon, il y a les lois fiscales, mais il faudra se dire, par exemple, que la majeure partie de ces conflits sont généralement concentrés dans des endroits, dans des localités qui sont à côté des frontières quand il y a beaucoup de ressources minières. Et puis, c'est vrai que la fiscalité joue, et puis pas seulement que la fiscalité. On voit aussi que le narcotrafic qui rentre en ligne de compte aussi. Mais ce que je voulais souligner pour que les Africains sachent et puis comprennent l'enjeu n'est pas seulement minier à l'heure actuelle, l'enjeu est aussi environnemental, surtout la maîtrise de l'eau. Parce que c'est là, les grands conflits du XXIe siècle ne seront pas les enjeux pétroliers ou bien miniers, ce seront les enjeux hydriques. Et puis d'ailleurs, il y a un conflit qui risque de pointer son nez dans les années à venir, c'est la maîtrise des eaux du Nil entre l'Éthiopie et l'Égypte. Et ça, il faudra que les Africains soient très vigilants parce que ce conflit, s'il se déclare, pourra être un défi terrible pour le continent africain. Parce que les eaux du Nil, à 86%, viennent des hauts plateaux éthiopiens. Et puis 95% des eaux sont captées par l'Égypte. Donc ça, il faudra que les Africains ouvrent les yeux, fassent des négociations et puis soient très vigilants entre ces deux pays. Parce que ces deux pays qui sont hyper peuplés, ça veut dire la deuxième population du continent africain, maintenant c'est l'Éthiopie. Le troisième pays le plus peuplé d'Afrique, c'est l'Égypte. L'Égypte a une armée très puissante et l'Éthiopie est en train de se réarmer. Donc il faudra que les Africains ouvrent les yeux et qu'ils sachent que les conflits de demain, ce seront des conflits hydriques. Alors Jean-Marie, voilà. Vous vouliez intervenir très rapidement parce qu'on va passer à la pause. Je voulais intervenir très rapidement pour préciser une chose, Amira. C'est-à-dire, bon, quand on nous parle de scission, on a regardé le reportage tout à l'heure. Il y a des acteurs qui nous ont dit là que les Soudanais n'étaient pas favorables, si vous voulez, à la scission du Congo, c'est-à-dire du pays. Donc, cette scission-là a été imposée par la force des armes de l'extérieur. Parce que vous ne pouvez pas me dire le Soudan du Sud n'avait pas une armée autonome pour pouvoir faire face. Il a fallu en amont qu'il y ait des financements qui permettent au Soudan du Sud non seulement, c'est-à-dire de constituer une menace. C'est vrai que bon. On peut se dire que bon, il y avait déjà eu, comment dire, des génocides au Soudan, dont il fallait à tout prix que bon, le président actuel du Soudan du Nord parte. Mais n'empêche quand même qu'il faut repartir à la base, comme je disais tout à l'heure, Amira, à savoir quelle a été la cause, quels ont été les acteurs qui ont favorisé l'émergence de cette scission-là avant qu'on en arrive à la scission. Donc c'est cette analyse-là que nous devons avoir, comme M. Kane est en train de le dire, c'est que essayer de faire de la prospective en amont pour pouvoir solutionner nos problèmes. C'est pas tout simplement, c'est-à-dire qu'on se concentre uniquement sur les effets. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.